je vous remercie de m'avoir invité, parce que le patrimoine, c'est pas mon sujet. Quoique, les jardins, c'est aussi un patrimoine. Comme je travaille sur les jardins, bien ravi. Mais ça m'a intéressé parce que le sujet, une discussion qui m'a rappelé, l'architecture, c'est un patrimoine matériel. J'ai seulement non. Et le matériel, l'architecture est un patrimoine matériel. Hein? Non, matériel. Donc on va discuter. Peut-être ça, là, sinon il n'est pas que matériel, il est aussi immatériel. Donc, il y a des différences, ça fait longtemps. J'ai l'occasion, je remercie donc M. Mohamed Sidi Mohamed. Et nous sommes bien contents qu'il se soit remis de sa maladie, parce que vous savez bien que cette journée était prévue il y a déjà un mois. Ça a été prévu, le mois du patrimoine. Alhamdoulilah, il est avec nous. Et c'est un des objectifs de son projet de alors, si vous voulez, moi, j'ai prévu de faire un PPT. Bon, le PPT, c'est toujours un peu ennuyeux parce qu'il y a du texte, etc. Vous savez, il me donne une formule vers l'APC, hein. C'est pas quelque chose de préparé. Une espèce de brainstorming, et vous n'avez pas par rapport au sujet. Le patrimoine architectural. Le décrit pas la direction. Tableau. يا أخي صاحبه يقول له alors le patrimoine architectural. Oui. Je me permets. Allez-y. C'est l'art. L'art. Si le mot a été dit, alors là, je suis OK. Imaginaire. Représentatif. Là, c'est intéressant. Si vous voulez, elle قولي لنا حاجة. هلا attendez, avant de le tout. ولا خفت لي يقولوا قولي لنا حاجة par rapport للصورات. Jamais. Splendeur. Allez-y. اللي ديجا قالها دايره الميلود فيتشر اللي دايره الميلود زيد كويدك مرحبا بكويدك. Vous connaissez M. Metayer, qui est le président de l'association Rénovation. Et on remercie d'être parmi nous. Oui, oui. Bon, l'architecture, Et le patrimoine architectural. c'est l'image matérialisée de notre société. Image matérialisée. Très malin. Emile est doctorant. Il travaille sur le patrimoine. Il n'a pas d'hasard. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Pour moi, c'est surtout la reconnaissance et beaucoup de volonté politique.
C'est du militantisme. Reconnaissance et volonté politique. Oui. C'est un sujet de militantisme. Alors, attendez, reconnaissance. Sinon, on va terminer la reconnaissance politique. Madame Selhaji, bonjour. Madame Selhaji est professeure à l'ESO et elle travaille sur le patrimoine architectural spécialisé sur les mosquées. Tu vous diras après. L'histoire avec H majuscule. Histoire avec H majuscule. Madame, Bonjour. Fousia, Goulina. Là, c'est bon. Là, Esthétique. là, ici. Là. Ah, esthétique. Madame Selhaji, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui évoque le mot patrimoine architectural? Sans réfléchir. خلينا شوية حتى نجمع. لا تقولنا غير واحدة. وليدة غير وحدة. خليها civilisation. Éducation. احنا وصلنا. Maintenant. راك شفت باللي كاين راه يقول زوجة. اللي يقول. Bon, pour spécialiser en identité, choisir un néologisme, c'est toujours mettre des gants. Pour résumer, c'est une question de travail. Mes étudiants nécessitent un an de travail, surtout. Je préfère Pierre qui raconte des histoires, mais non spécialité. Spécialité. Oui, je préfère spécialité. أنا زيدي mode de vie. على بالكم هذا لو جور d'exercice normalement كنا نفوتوا عليه نص نهار parce que ça crée mais bon comme on n'a pas le temps c'est une idée c'est pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on sait par rapport à ce thème et peut-être ça va ressortir donc ça va faire partie des là un mot pardon bien-être. Compétence. Hein? Compétence. Compétence. Compétence, c'est ma spécialité, je crois, ou ma spécialité. Éducation. La psychologie ultime? Oui. عرفتوا شنو حميد. ولي حميد. Le patrimoine, madame? تراك شو ولا السبب بالعكس؟ قلنا ترميم وإعادة إحياء. ترميم Restauration. وإعادة إحياء. إحياء. Régénération banale. Réhabilitation. D'accord. Réhabilitation, d'accord. On va finir, hein? ريحة الجدود. ريحة الجدود. Nostalgie. Bon, je vais l'écrire. Et si c'est de l'enfant, on arrête. Amir, elle n'était pas là, donc il faut qu'on l'explique. بعدين on l'explique. Espace rituel et spirituel. Espace rituel. Spirituel. Donc c'est l'identité. هذه هي c'est-à-dire avec le brainstorming, il y a des mots qu'on peut regrouper pour créer des thèmes. Rituel et Passé. C'est gestion, là. Avec l'histoire. Qui soit belle histoire. Tu as dit quoi? Dans les élites.
Le temps, c'est bon, là, c'est vrai. Alors, Habib Yalaoui est aussi c'est ça? Non, je suis Architecte et elle travaille sur un thème qui est donc un patrimoine. Alors, je ne sais pas si tu as compris, on a besoin d'un mot qui a un rapport avec le patrimoine culturel. Quel serait ton mot? l'identité. Oui, identité, on va écrire. Voilà. Madame, Oui. il manque que vous, madame. Ah non, moi je suis le chef. Animateur. Merci. Alors moi je vais intervenir maintenant et on va voir que tous ces mots vont se retrouver d'une certaine façon et je pense dans toute la voie. Et puis on réservera le temps pour le débat. Donc je reviens à ma place. Je ne reviens pas sur les remerciements. Vous allez voir, regardez cette espèce de capharnaüm où, dans toutes les lectures que j'ai faites, quand je faisais mes recherches sur ce thème, à chaque fois que je trouvais un mot clé, je le mettais ici. Et ça crée une espèce de nœud très difficile, très ambigu. Et d'ailleurs, si on peut-être que parmi les mots qui sont ici, on en trouve de ce que vous avez dit. En tout cas, ce n'est pas étranger à ce que vous avez dit. Ici, je voulais juste attirer votre attention. C'est une faute. Alesco. On le verra tout à l'heure, c'est pas Alesco, c'est Alexo. Je sais ce que ça veut dire. Donc, je passe sur le sommaire pour ne pas perdre de temps. Donc, le patrimoine architectural est un concept inscrit dans la Convention internationale du patrimoine mondial de l'UNESCO, ça tout le monde le sait, et en lien avec la culture, c'est ce que vous avez dit, il se comprend en termes de valeur d'héritage. Donc voilà un mot qu'on n'a pas dit, c'est le mot valeur. Valeur. Donc la valeur, c'est ça. Et un bien commun à transmettre aux générations. Donc, c'est depuis 2003, c'est relativement récent. Deux types de patrimoine culturel distincts, le matériel et l'immatériel. Ils correspondent à des pratiques, je cite, l'UNESCO, c'est des pratiques, des représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés. Merci. Que les communautés et les groupes, et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ça, c'est donc l'UNESCO, et c'est à partir de 2003, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on a considéré que l'architecture est aussi un patrimoine immatériel. Alors, dans cet esprit, l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, c'est ça, Alexo. Voilà. Elle existe depuis 2016. Elle met en œuvre l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays qui lui sont affiliés. L'Algérie, par exemple, il y a 19 pays arabes qui sont affiliés à cette organisation. L'Algérie, ils ont souscrit et adhéré aux principes édictés pour conserver la nature et préserver les biens culturels, tous les biens. Alors, plusieurs réunions ont ouvert les discussions en vue de préciser les modalités d'organisation en rapport avec les instructions générales de l'UNESCO. Et vous voyez là, l'UNESCO, c'est le chef, c'est-à-dire, c'est les centrales. L'Alexo, elle a une relation avec l'UNESCO. Et elle reprend les textes de l'UNESCO qu'elle adapte aux pays arabes. Alors, la dernière en date, c'est-à-dire la dernière réunion, elle s'est tenue à Alger, en 2022, sous la direction du ministère de la Culture et des Arts, et elle entérine les grandes lignes des programmes de protection du patrimoine en général. Pour autant, quelques monuments et sites historiques avaient bénéficié de moyens dans le cadre d'un programme patrimoine Algérie, en partenariat avec l'Union européenne. Alors, en tant que culturel, le patrimoine architectural est qualifié de matériel quand il renvoie à des édifices et des lieux
ainsi que des sites paysagers et archéologiques, concrets et visitables. Il est qualifié d'immatériel quand il est rapporté à des événements historiques, des documents d'archives, des personnages, etc. On verra ça. Alors on peut faire une hypothèse. Il existe une relation dialogique, j'expliquerai pourquoi ce mot, entre les deux attributs, entre matériel et immatériel, il y a un dialogisme. Les questions est de savoir comment s'établit le lien et selon quels critères de classification. Alors pour traiter cette question, la présente réflexion s'appuie en partie sur l'état des savoirs relatifs au patrimoine culturel afin d'appréhender la dimension immatérielle s'agissant d'architecture. L'idée à poursuivre propose d'examiner la relation entre le matériel et l'immatériel à travers le paradigme de patrimoine vivant. Le patrimoine vivant a été donc écrit par un certain Tornatore en 2017, après Derez en 2005. Alors, bien sûr, il faut toujours passer par les définitions. Qu'est-ce que le patrimoine architectural? Il faut aller au dictionnaire Larousse. Donc, il n'y a pas que, vous trouverez qu'il y a beaucoup de définitions. Et ces notions se distinguent par relative caractérisation liée aux valeurs temps. On verra que le concept de valeur revient souvent pour ce qui concerne le patrimoine et au savoir-faire culturel pour ce qui concerne l'architecture. Alors, sous l'angle de l'histoire, le patrimoine architectural représente des particularités territoriales en écho aux caractéristiques d'une époque et des sociétés qui l'ont conçu et engendré. Il regroupe des ensembles architecturaux et ou urbanistiques diversifiés et reconnus comme tels, conformément aux critères de classement institutionnalisés. L'UNESCO, l'ALEXO, etc. ont fait leurs critères. Alors, en tant que valeur transmissible pour contribuer au développement local, il bénéficie de moyens pour sa protection et valorisation en incarnant celle des civilisations passées. Donc, certains pays ont enregistré une certaine avancée concernant le patrimoine en général. L'enchaînement des idées développées a donné naissance à des labels visant à étendre sa reconnaissance à l'échelle mondiale. La spécification de nouvelles connotations permet de renforcer son identification en lien aux enjeux culturels, économiques et écologiques. À l'heure actuelle, les qualificatifs matériels et immatériels élargissent sa compréhension au-delà de l'expression monument et site historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça qui est pris en considération. Je vais aller un peu plus vite. Donc, succinctement, suivront plusieurs autres définitions centrées sur l'expression intérêt historique. Donc, le mot histoire est sorti dans votre vocabulaire. D'ordre civilisationnel qui implique la question des enjeux de la mémoire collective autour de valeurs partagées et d'appartenance commune. Alors, on va faire une démarche de valorisation du patrimoine architectural dans un processus d'inventaire. Qu'est-ce qu'il faut pour inventorier et reconnaître que tel ou tel édifice, c'est un patrimoine architectural? Il y a des critères. Alors, les critères de caractérisation qui sont sortis, dans la colonne du patrimoine, on considère l'échelle et la situation. Et dans la colonne d'architecture, elle peut être urbaine ou rurale. C'est un objet d'exception ou rare. Il est représentatif d'un type. Ça peut être l'édifice de thème religieux, domestique, agricole, industriel, etc. Il peut être contemporain, ça peut être des immeubles, etc. Donc c'est très diversifié. Alors, institutionnalisation du patrimoine. La diffusion mondiale du concept patrimoine architectural intègre les constructions qui présentent un intérêt particulier pour répondre aux critères de classement reconnus par l'UNESCO. C'est la première institution, 1945. La Charte de Venise, 1964, qui a plus axé sur les monuments et sites. L'ICOMOS, en 1965. La Convention de Grenade, en 1985, pour la sauvegarde du patrimoine, monuments, ensembles architecturaux et sites. Le document de Nara, en Japon, 1994, là, il y a eu comme sujet de discussion l'authenticité, parce qu'elle posait beaucoup de problèmes. Et jusqu'à présent, ça pose encore de problèmes. Donc l'authenticité, elle a fait l'objet d'une réflexion et de tracer de critères pour qu'on soit d'accord sur ce monument. Ensuite, il y a eu l'ALEXO, je vous ai parlé en 2016, et le COPAM en 2021,
de développer le patrimoine mondial en Méditerranée. C'est le plus récent, on dirait. Donc maintenant, je n'ai pas mis... non, pardon. Alors pour ce qui concerne l'Algérie, j'ai préféré lui consacrer spécifique. Il y a une ordonnance qui est datée de 1967. Elle était relative aux fouilles, elle est toujours relative aux fouilles et à la protection des sites, monuments historiques et naturels. Elle dit la première ordonnance, donc c'est après l'indépendance, elle est basée sur une loi qui date de 1930, une loi donc coloniale qui s'intéressait aux monuments naturels, etc. C'est en 1970 qu'a été créé un atelier qui s'appelle de restauration de la vallée du Mzab. Il deviendra après office de protection, et je pense qu'il y a eu une communication sur ça, hein, sans rentrer dans les détails. Office de protection de la vallée du Mzab. En 1998, la loi 80 porte protection du patrimoine culturel, et en 2016, l'Observatoire du patrimoine, l'ALEXO. Progressivement, l'Algérie devient membre actif de l'Observatoire ALEXO. Elle réalise plusieurs actions concernant les procédures d'inscription des sites et monuments. En 80, Al-Ad Ben Hamad, 82, Vallée du Mzab, 92, Ksba d'Alger, 2013, il y a eu 5 sites inscrits au patrimoine. Enfin, il y a le mois du patrimoine qui est du 18 novembre. Et actualisation de la liste. Il y a une liste, là peut-être Madame Souhaji nous dira quelque chose. Il y a une liste qui s'appelle Liste nationale des architectes qualifiés des monuments et sites protégés, sous l'égide du ministère de la Culture. Voilà. Et donc certains architectes soumissionnent, déposent leur rapport pour devenir architectes qualifiés des monuments et sites protégés. Alors, aussi dans le patrimoine architectural, on trouve quelques laboratoires de recherche. Je les ai ici inventoriés. Nous avons un à Alger, il s'appelle Laboratoire Ville, Architecture et Patrimoine, qui a été créé en 2008. Un à Annaba, Ville, c'est le seul qui a mis patrimoine architectural. Tous les autres, c'est patrimoine en général. Un à Blida, Environnement et technologie pour l'architecture et le patrimoine. Et un à Bchar, qui est récent d'ailleurs, qui s'appelle Architecture et patrimoine environnemental, depuis 2015. Au niveau de la formation, qu'est-ce qu'on trouve concernant la question du patrimoine architectural? Il y a une école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens qui a été créée en 2008 à Alger. Et elle forme, c'est pas uniquement pour l'architecture, c'est en général pour tous les patrimoines, archéologiques, etc. En somme, donc là je l'ai cité dernière en 2015, l'intérêt patrimonial en lien avec les besoins de développement territorial a pris diverses formes où le patrimoine a nécessairement une dimension collective et sa conservation relève de l'intérêt général. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est cette relation matérielle-immatérielle. Le dialogisme est un concept théorisé par Michael Barty comme étant l'interaction entre le discours d'un narrateur principal et les discours d'autres personnages, c'est-à-dire ça se passe au niveau du théâtre. Donc ici, par analogie, l'interaction entre l'UNESCO, qui reste le narrateur principal, et les acteurs politiques, les spécialistes et professionnels du patrimoine architectural et toute forme d'organisation citoyenne seront donc les narrateurs secondaires. Les autres autour des cas. Donc le dialogue, ce n'est pas entre l'UNESCO et eux, c'est dans tous les sens. Alors, je vais peut-être dans la prochaine, c'est-à-dire que le narrateur principal, il a obligation d'être neutre. C'est ça. Les autres, chacun vient avec sa culture et défend sa vision par rapport à l'architecture. C'est pas parce que dans un pays on dit que c'est ça, que ça doit être ça aussi chez moi. Donc on vient avec des visions différentes. Alors, s'agissant d'architecture et de l'environnement, ces attributs sont apparentés aux adjonctions spatiales et aspatiales ou physiques, non physiques. Les économistes parlent de tangible et intangible quand il s'agit de valeurs, disons, financières. Alors, les architectes en général, les géographes, ils utilisent spatial et aspatial, les architectes utilisent
disent le physique et non physique, pour dire qu'une valeur n'est pas chiffrable. L'attribut elle est intégré en 2003, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la convention, avec l'appui des travaux et le rapport au patrimoine. Alors voilà pourquoi il est devenu immatériel. C'est parce que, d'après Poulot et Henich, le patrimoine est empreint d'une forte charge émotionnelle. Et ça, on peut le vérifier, bien sûr, je pense, avec les enquêtes de psychologues et de sociologues. Quelle est cette émotion quand on parle du patrimoine? Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est ça qui fait qu'il est immatériel. L'interface des attributs matériels et immatériels est signifiée en termes de convergence. Pour certains, c'est une convergence. Pour d'autres, c'est une rencontre. Et enfin, c'est rapporté à l'esprit du lieu. C'est par Turgeon qui dit que pour lui, c'est l'esprit du lieu qui fait qu'un patrimoine est immatériel. Dans cette évolution, enfin la dernière compréhension qui nous a été donnée, c'est Augustin Berg, c'est un géographie philosophe. Pour lui, il propose un nouveau mot qu'il a appelé trajection. Il y a un va-et-vient entre la réalité des deux pôles, théorique et subjectif, et l'objectif. Donc il dit que c'est trajectif. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau vocabulaire qui prend naissance par rapport à l'évolution de la compréhension du patrimoine. C'est pour ça qu'on dit dialogisme, c'est-à-dire c'est un débat interactif. Alors, au-delà des enjeux scientifiques, pour définir les nouveaux paradigmes liés au patrimoine, quel type de valeurs lui sont attribuées? Voilà, là je pense qu'il faut se pencher un petit peu sur ce concept de valeur. Ça veut dire quoi? Alors, une des hypothèses, c'est que les objets, les collections, les bâtiments sont reconnus comme des éléments du patrimoine lorsqu'ils expriment la valeur de la société. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans les mots. Le matériel ne peut être compris et interprété qu'à travers l'immatériel. La société et les valeurs sont ainsi intrinsèquement liées. En ce sens, le concept de valeur ouvre le champ des repères qui jalonnent et orientent les actions et les comportements que chaque société entreprend. Donc, c'est des enjeux de patrimoine architectural au registre des valeurs. Qu'est-ce qu'on entend par le registre des valeurs? C'est-à-dire, il se rattache à la notion de profitabilité. C'est aussi un nouveau mot. Est-ce qu'il y a un profit? Mais quel profit? Relatif à l'intangible. Ce n'est pas que uniquement de l'argent sera attribué. C'est la transmission du savoir, c'est la mémoire collective, c'est ce qui est commun. C'est un espace de partage, d'usage collectif. La valeur immatérielle a un rapport avec le temps, l'histoire, la mémoire. Le mot mémoire est sorti dans les... Hein, il est sorti? La mémoire. Ma recherche. Mais, est-ce qu'il y a une raison de l'histoire, mais on n'a pas dit mémoire. On n'a pas dit le mot mémoire. Et la mémoire, c'est important. Comme facteur de transmission de savoir. Elle renvoie aux caractéristiques de politique publique mise en œuvre et du modèle de société face à l'évolution du concept patrimoine actuel. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par commun en termes de loi, de statut, d'usage et de patrimoine architectural? Le commun va nous renvoyer à ce qui est, disons, la compréhension politique. Est-ce que le sens de patrimoine architectural vu par le politique, il a le même sens que vu par la société? Et là, il y a toujours un petit décalage et on verra tout à l'heure. D'ailleurs, on a un exemple actuellement à Oran de la statue de l'éther. Bon, ça fera un petit peu du débat. Donc, il y a certains critères par rapport aux valeurs matérielles. Il y a la contextualité, c'est-à-dire dans quel contexte se situe cet édifice. L'authenticité, c'est celle qui pose le plus de problèmes. C'est pour ça qu'il y a eu au Japon une réunion pour discuter de ça. C'est une valeur primordiale de l'exactitude de l'origine où la vérité ne peut être contestée. Ensuite, il y a l'exceptionnalité. Gaïhada, c'est un objet exceptionnel. Donc, c'est un patrimoine qu'on peut donner au classement. Toutes ces valeurs, c'est pour qu'ils soient classés. Ensuite, exceptionnel, rareté ou publicité. Ensuite, il y a l'intégrité, l'ancienneté et aussi la valeur symbolique. La valeur symbolique, c'est une valeur qui change selon le contexte. Si les significations culturelles attachées au patrimoine architectural sont considérées comme étant un enjeu économique,
Quelle position occupe-t-elle dans l'échelle des valeurs établies par un pays? Alors, concernant l'espace et la société, plusieurs valeurs de différentes portées qualifient le patrimoine culturel en termes de biens matériels ou immatériels. Bon, ça, on l'a déjà dit. On va faire une hypothèse. C'est la valeur politique qui est au sommet des valeurs subjectives et objectives du patrimoine. C'est-à-dire, si la valeur politique est inexistante, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y aura rien. Donc ce concept est au centre de toutes les autres valeurs qui lui sont affiliées. Les adaptations locales, le rôle des associations. Là, je vais venir au rôle des associations. Il doit y en avoir beaucoup en Algérie. Je ne les ai pas nommés. J'ai pris le cas d'Oran. Nous avons donc Santé Louali, M. Brix, si je crois, mais dommage, on n'a pas pu l'inviter. Bello Raison, qui date de 2001, et M. Mtaïl Fouid est président, il est là avec nous, et qui ont fait beaucoup de travail. Elles organisent chaque année des manifestations et diverses animations. Elles sont visibles sur les médias, donc je n'ai pas besoin de m'attarder sur ça. Peut-être nous dirons quelque chose. Conclusion, donc je préfère conclure avec des questions, même si on n'a pas de réponse tout de suite, elles resteront inscrites. Donc le patrimoine architectural est le centre d'intérêt de plusieurs disciplines scientifiques et technologiques. Là, je voulais revenir à la chose, je ne l'ai pas dit parce que j'avais mis en bas de page. Ce n'est pas uniquement ça n'intéresse pas uniquement que les architectes. Monsieur Metayer est d'ailleurs ingénieur en audiovisuel, Monsieur Brixi est médecin, ça concerne tout le monde. Alors, parmi les critères de l'inventarisation, c'est celui de l'authenticité qui est le plus problématique. La démarche implique la disponibilité de moyens pour mettre en œuvre la reproduction de savoir et de savoir-faire, transmis par les pratiques traditionnelles, adaptées au temps présent, conception, matériaux et exécution. Proposition donc de quelques interrogations. Comment conserver un site ancien dans la problématique urbaine actuelle, marquée par l'urbanisation accélérée et la spéculation foncière? Cette question a été posée par Guérouille en 2000, sur la question du patrimoine. Donc 20 ans après, elle reste toujours vivante. Comment faire cohabiter authenticité algérienne et modernisation liée à la mondialisation? Qu'est-ce que l'on souhaite préserver et comment le faire? Comment effectuer la transmission de la valeur immatérielle du savoir des anciennes générations? Comment identifier et mesurer la valeur immatérielle? Quelles sont les pratiques sociales derrière lesquelles se reflètent des valeurs immatérielles? Comment défendre ou préserver la fonction d'un patrimoine architectural? De quelle manière peut être un facteur de résilience? Donc vous voyez que c'est surtout l'immatériel qui pose problème. On ne maîtrise pas encore. Je vous remercie. Cette modeste présentation, peut-être pour les spécialistes en patrimoine, c'est plus un paradigme, c'est le résumé d'un paradigme. Parce que, moi, je travaille sur la morphogénèse des tissus traditionnels, des médina, exactement sur la morphogénèse fractale. Donc, les mécanismes juridiques ou la jurisprudence, c'était plus un paradigme qui nous a ouvert la voie pour les systèmes complexes, pour les fractales, pour l'application des fractales et des systèmes complexes en morphogénèse urbaine. Donc, la problématique de la journée, c'était réhabiliter les tissus traditionnels algériens avec tout l'appareillage juridique algérien qu'a cité Madame Couche. Je vous remercie. Donc, réhabiliter, c'est toujours problématique, mais comprendre cette ville, comprendre cet tissu, demeure toujours une question fondamentale. Donc, dans ce sens, pour un petit peu comprendre notre problématique, il n'y a pas mieux peut-être que Aristote, lorsqu'il disait il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Je m'explique. Donc, évoquer la ville traditionnelle se tourne souvent autour des questions existe-t-il une ville? Oui, non. S'agit-il de ville islamique, ville des musulmans, ou ville des arabes ou autres? Sinon, qu'est-ce que ville islamique traditionnelle? Donc, commençons par le début.
c'est-à-dire l'intérêt pour ces villes, a commencé avec les orientalistes ou l'orientalisme, en arabe istishra, si on peut le traduire. Elle a commencé au milieu du 19e siècle, mais si on peut dire l'article scientifiquement fondateur, c'est l'article de William Massey, qui a beaucoup travaillé en Algérie, à Tlemcen, il a même passé à Oran. Elle a publié un article en 1928, Islamisme et vie urbaine. Donc, ces études orientalistes étaient souvent basées sur des méthodologies appliquées en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire des études basées sur Marx, Durkheim, l'école de Chicago et Max Weber, et après ils étaient appliqués dans les tissus au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb, l'Égypte et au Levant, Chine. Donc, pour résumer un petit peu, l'orientalisme a créé un stéréotype. Donc, il n'a pas échappé aux généralités, parfois, souvent, subjectif. Donc, comme vous voyez à droite, une caricature qu'elle a présentée Noura Nasser en 2002, un petit peu sur la vision orientaliste sur la ville islamique. Donc, personnellement, avec des collègues, nous partons de l'hypothèse, c'est un type d'urbanisme à ses propres moyens d'analyse. La ville traditionnelle islamique, comme un urbanisme distinctif, logiquement, doit avoir ses propres moyens et outils de compréhension et d'interprétation. Sinon, on est dans des résultats ambigus ou erronés complètement. Dans ce sens, nous essayons de présenter une lecture basée sur la jurisprudence islamique et ses mécanismes. Donc nous partons du point que la ville islamique est le résultat d'un processus dynamique de la symbiose entre jurisprudence et les différents facteurs de sa production. Ainsi, nous confirmons que la jurisprudence est le facteur clé déterminant dans sa formation et logiquement dans sa compréhension. Vous voyez là un résumé de différentes approches qui ont traité la ville islamique, présentée dans une thèse défendue à Oxford en 2004 par Abir Laham. Donc elle résume un petit peu toutes les approches qui ont traité la ville islamique. Sur votre gauche, les approches statiques en incluant l'orientalisme et même les approches post-orientalistes, avec tous les études comparatives, les analyses urbaines, les descriptifs. On voit un petit peu les études d'anthropologues, de sociologues, et au fond, sur la gauche, un petit peu les études sur les relevés, sur la matière, le fond, un petit peu le commencement avec Creswell en Égypte et les travaux de célèbres orientalistes comme Georges Marseille ici en Algérie. Donc nous, on est un petit peu sur la droite, ce qu'on appelle l'approche dynamique ou les études basées sur la jurisprudence. Je vais en revenir sur ce tableau-là. Donc un petit peu, j'ai résumé ma présentation sur les 5 points que vous voyez. Peut-être je commence par résumer un petit peu l'orientalisme comme modèle du stéréotype. Donc cet orientalisme qui a commencé plus avec le XXe siècle était plus un descriptif de la ville islamique comme un tissu composé d'une grande mosquée centrale, d'un organisme de marché et de quartiers fragmentés. C'est-à-dire le marché agencé de la mosquée au port de la ville et associé aux différents équipements spécialisés. Là, vous voyez un petit peu le schéma qui résume l'approche orientaliste des premiers, des fondateurs, c'est-à-dire des frères Marseille, Roger de Tourneau, Jacques Berg et même Georges Marseille, que je vais revenir après. Donc, la conclusion des orientalistes en absence de ligne droite, dans un sens plus dévalorisant, la ville islamique est décrite comme ambiguë, irrationnelle et spontanée, produit d'un long Moyen-Âge et d'absence d'institutions municipales. Là, c'est un petit peu un schéma plus développé sur l'orientalisme, c'est un petit peu le schéma de Georges Marseille repris par Petrocholi, Attila Petrocholi, peut-être Madame de Couche le conduit, un ancien enseignant de l'école des années 70, vous parlez. Donc, l'orientalisme a évolué, a continué d'évoluer
dans les années 30 avec Jean Sauvager sur ses analyses au Levant, c'est-à-dire son schéma un petit peu sur la gauche. Et c'est-à-dire le sommet de l'évolution, c'était un petit peu l'incarnation de stéréotypes avec les travaux de Gustave von Grambach sur votre droite. Donc, un des concepts clés de cette approche, de l'approche orientaliste, c'était la comparaison entre la grille, le plan damier gréco-romain et le réseau viaire complexe de la ville islamique. Donc, à droite, c'est le plan dessiné de Damas, un fragment de Damas. Vous voyez la superposition du plan complexe et en arrière-plan, le plan damier romain. À gauche, c'est la même chose, c'est la comparaison entre les deux tissus. Avec la fin du colonialisme à partir des années 50, on a commencé à remettre en question le colonialisme et sa vision négative. Donc on a essayé de repenser des modèles d'évolution et des analyses urbaines. André Raymond définit, c'est-à-dire en 1957, comme la fin de l'orientalisme classique. Donc les approches classiques à l'image de l'orientalisme concernent aussi l'examen d'un produit final et non pas l'examen d'un processus responsable de former un type pareil de structure urbaine. Là, je parle des analyses morphologiques et même des essais de la typomorphologie. Là, je donne un exemple, c'est-à-dire sur votre gauche, une analyse de l'articulopétrochourie sur la Casbah d'Alger. Et malheureusement, malgré ce changement de direction, ces nouvelles approches restaient dans le stade de description morphologique du type, du stéréotype orientaliste. Et même récemment, on tourne autour de l'orientalisme. Je donne l'exemple d'une publication récente de Rémi Alain. Dans sa description de ville islamique, page 36, bon, il reste dans les conclusions péjoratives. Je donne juste l'exemple. Il dit que c'est l'espace public déjà restreint à la rue et que le droit musulman défend mal. Lorsqu'il définit aussi le plan introverti, on dirait que c'est Jean Sauvager qui définit la ville islamique, qui dit évolution anarchique, absence d'urbanisme, absence de pouvoir municipal, disposition concentrique. Donc, là, on est juste dans le superficiel, on n'a pas un petit peu trouvé la clé. Pourquoi cette forme? Pourquoi cette structure? Et peut-être je commence le point sur la jurisprudence d'une citation de mon encadreur, professeur Belhamouche, il l'a publié en 2011 dans le Nexus Network Journal. Il dit que toute analyse sans jurisprudence, c'est un tâtonnement, c'est un simple tâtonnement. Moi, je partage ce concept. Donc, peut-être que nous commencions par Khwarizmi. Là, il définit bien peut-être le patrimoine, surtout le patrimoine scientifique. Et j'aime bien la définition de Shihab al-Din al-Qarafi. Il dit que le Bunyan min shi'ar al-amsar. Je vais en venir. Là, nous revenons à la matrice conceptuelle de Abir al-Laham pour dire qu'on est dans la droite, dans l'approche dynamique. Donc, c'est à partir des années 80, et suite à des séries à l'université de King Faisal, et une série de conférences organisées par la Fondation Al-Hakan en 1985, qu'on a essayé de changer le paradigme sur la ville islamique. Là, en 1985, Mohamed Harkoun a présenté une hypothèse intéressante. J'aurais bien aimé peut-être que des Algériens travaillent sur son hypothèse sur la structure profonde des cultures orales, là pour définir la ville islamique. Donc là, avec une nouvelle génération de scientifiques, on a essayé d'analyser la ville islamique par la jurisprudence. Juste, il faut signaler une exception, l'exception de Robert Brunschwig, c'est un orientaliste français. Peut-être avec Otto Spice en 1901, ce sont les premiers qui ont traité ce paradigme
Odar Weishling a travaillé sur le manuscrit de Ibn al-Imam Jidar et non, Ibn al-Imam Jidar et Ibn al-Rami. Donc vous voyez là, c'est un extrait algérien de Ibn al-Imam. Donc, ce paradigme, comment le définir? C'est-à-dire la ville islamique est définie comme un environnement dynamique, résultat d'un processus actif de la symbiose entre jurisprudence et différents facteurs. Donc, comme j'ai dit en début, cette approche a permis peut-être d'ouvrir plus de perspectives dans la compréhension de la ville. Donc, on a essayé de décomposer la ville islamique à travers 3 préceptes: propriété, utilisation et contrôle. Donc, en parallèle, cette ville est l'interaction dynamique dans le processus de prise de décision entre gouvernants, gouvernés et institutions modératrices. Par exemple, la jeunesse de l'espace normatif, Tariq, Zanfa et Fina, est l'exemple de ce process. Un des premiers qui ont travaillé sur ce paradigme, c'est Salah El-Hadloul dans une thèse soutenue en 81 par Harvard. Elle a travaillé elle a décomposé la ville islamique sur le précepte de propriété, c'est-à-dire en 3 préceptes. C'est-à-dire les conventions et les normes de l'utilisation empirique, et les conventions existantes dans l'environnement, le tout est encadré par le système juridique, c'est-à-dire les idéaux religieux, les règles et les principes islamiques et la théorie juridique légale. Donc, les mécanismes, c'est-à-dire notre présentation, c'est elle qui institue, qui établit ces 3 préceptes: propriété, contrôle et utilisation. Là, je donne l'exemple de Salat, vous voyez, comme produit, c'est-à-dire synthèse entre propriété, contrôle et utilisation de l'espace public. Là, en planimétrique, là, en façade, et là, l'hypothèse comment on peut créer l'alternative constructive. Bon. Après, c'est venu Jamil Akbar, elle a travaillé sur les variantes entre propriété, utilisation et contrôle et comment on peut décomposer la ville islamique. Bon, revenons au système de prise de décision. Donc, elle est organisée en 3 niveaux. C'est-à-dire le pouvoir public qui intervient à l'échelle urbaine macro, les habitants à l'échelle de l'habitat à l'échelle urbaine micro, et les pouvoirs collectifs, c'est-à-dire le système de Hisba et le système juridique dans une échelle intermédiaire. Donc, je vais résumer un petit peu tout ça. Moi, j'ai essayé de créer une matrice conceptuelle. Là, à l'échelle macro, les décisions des gouvernants, c'est-à-dire les règles juridiques au Fiqh al-Amran, on parle plus de politique légale. Donc on est dans l'édification et l'entretien des équipements à l'échelle urbaine, c'est-à-dire les équipements administratifs, culturels, hydrauliques. Bien sûr, avant tout, le choix et l'implantation des terrains. À l'échelle micro, l'échelle de l'habitat, là on est dans les mécanismes juridiques, c'est-à-dire là les décisions sont prises par les habitants en matière d'architecture surtout, c'est-à-dire dans le réseau de routes, les réseaux de rues, les espaces ouverts, les gabarits et toute la dynamique. Et en échelle maison intermédiaire, comme j'ai dit, on est dans le Hisba et les décisions des juristes au BAT. Et le tout, bien sûr, est défini par les conditions du site et de l'environnement. C'est-à-dire, à travers cette matrice, je viens de développer la présentation. Donc, peut-être commencer par le socle bibliographique. Dans la thématique, on a un petit peu ces 6 thèmes. On peut le résumer en 3, c'est-à-dire le 3 comme suit. Donc, si vous vous rappelez, échelle macro, comme j'ai dit, les Fiqh al-Amran, il est un petit peu dans la politique légale, CSA Sharia. Donc là, peut-être on a les classiques,
les plus célèbres, surtout Soulouk al-Malik, في تدبير الممالك de شهاب الدين أبي الربيع, bien sûr la série de l'Ahkam Sultaniya de Mawardi. Bon, là on parle kitab l'imam aussi Asad ibn Hazm, il est un petit peu perdu, et les autres des autres madahib. Là je suis un petit peu toujours sceptique vis-à-vis de Khaldoun et sa muqaddima, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est dans la sociologie urbaine. Là c'est la question à $1 million. Donc à échelle de Aliyat, échelle réduite, là c'est un petit peu divisé selon le madhab ou l'école juridique, peut-être les plus célèbres. Bon, elle est divisée entre deux thématiques. On a Kutub Adab al-Qudat et Kutub Nawazil ou al-Fatawa. Peut-être les plus célèbres qu'on a dans les spécialistes ont travaillé, comme j'ai dit, I'lam bi-Ahkam al-Bunyan de Ibn al-Rami et Al-Jidar de l'imam al-Andalusi. Aussi le Mi'yar al-Mu'arib de Al-Shaisi. Le Kras a une très belle édition ici. Bon, les autres de l'Hanafiya al-Shafia al-Ibadiyya, peut-être l'Hanafiya le plus célèbre c'est Riyad al-Qasimi. Pourquoi l'Hanafiya? Parce que l'Algérie en faisant partie de l'Empire ottoman, on avait deux muftis, un malikite et l'autre hanafite, et les gens qui ont travaillé sur le patrimoine algérien connaissaient ces détails-là. Riyad al-Qasimi, il a une nouvelle édition éditée par M. Ben Hamouch sur 2 manuscrits, un tunisien et un turc. Je vais en venir. Peut-être le livre sur l'échelle intermédiaire, les livres de l'Hisba al-Ilmiya, les plus célèbres, surtout dans notre madhab al-Maliki. Donc les autres sources, ce sont les sources des historiens musulmans. Exemple de Tabari, Tarikh Dimashq ibn Asakir, Al-Khudat al-Maqriziya, et bien sûr Mu'jam al-Buldan, l'Hamwi, Futuh al-Buldan, al-Baladri, ou Tabaqat Kabir, la description de Bagdad, de Ibn Sa'd al-Baghdadi. Donc là, nous nous posons la question, est-ce qu'on est dans une discipline, est-ce que le fiqh al-Umra c'est une discipline? Là j'ai choisi un petit peu une définition, un petit peu qui résume tout, de Khalid Azad, qui dit c'est l'ensemble des règles juridiques accumulées grâce à la dynamique urbanistique créée suite au contact entre les habitants dans le cadre de leurs activités de construction et tout ce qui en résulte en termes de questions et d'interrogations posées aux juristes musulmans et auxquelles s'ils doivent apporter des réponses en s'inspirant pour ce faire des principes du fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, et des usul, les fondements. Là, peut-être cette matrice un petit peu résume cette dynamique un petit peu. Premièrement, la dynamique de construction d'urbanisation qui est en contact avec les réponses basées sur le fiqh ou le usul. Et là, ça nous crée un petit peu les règles juridiques et la jurisprudence de l'urbanisme. Avec le temps, avec le temps, la règle juridique accumulée nous crée un type de cadre légal, ce qu'on appelle aliyat. Donc, pour résumer un petit peu, c'est donc, toujours sur base de mon matrice conceptuelle, donc les principes juridiques, c'est-à-dire les classiques, c'est-à-dire le Coran, la tradition prophétique, la construction ijma', le raisonnement analogique, c'est bien sûr avec l'âge, ça crée la jurisprudence, peu après les règles jurisprudentielles, bien sûr déterminées par l'usul des fondements et le maqasid des objectifs. L'application de l'urbanisme nous crée la jurisprudence de l'urbanisme. Donc à grande échelle macro, c'est-à-dire les décisions prises par le gouvernement, la politique légale, c'est plus des directives, des grandes règles. Là, je résume les 6 points de Mawardi. Peu après, les 8 points de Ibn Abi Rabi', surtout dans ses lettres adressées au calife de Bagdad.
Là, c'est-à-dire ce qu'on peut appliquer sur la fondation du Bagdad arrondi, Bagdad Medina Salam, fondé par Abu Ja'far al-Mansour. Oui, Medina Salam, oui, oui. Peut-être ce qui illustre bien cette échelle, c'est les premiers Ansar, les premières villes fondées par les musulmans. Là, exemple de Koufa, là, c'est sa fondation sur les orientations du calife Omar. La première, c'est l'urbanisation d'un Sahin, au Dar Imara, c'est-à-dire au centre 480 par 480, pour la structure urbaine. Le Manahij, qui devrait avoir 40 coudées, puis après les rues 30 coudées, puis après 20 coudées, et les rues Azeka 7 coudées. Là, puis après ce plan damier, c'est-à-dire ce plan clair, net, on a avec le temps la mutation, l'évolution de la ville islamique, ça on tombe avec sa double structure. À gauche, complexe, à l'échelle micro, et là, à l'échelle macro, régulière. Là, je cite un personnage un petit peu clé, Abul Hayyan al-Asdi, est-ce qu'il est le premier urbaniste musulman proprement dit? Je peux en revenir. Là, à l'échelle micro, c'est toujours le même appareillage, c'est-à-dire à l'échelle des décisions prises par les habitants dans les mécanismes. Là, je vais faire vite. D'accord? Là, toujours les sources. Là, un petit exemple d'application de référence qui ont un lien direct avec c'est-à-dire les règles juridiques pour après devenir des mécanismes urbanistiques. Là, c'est un hadith, le plus célèbre peut-être la darar ou la dirar. Là, l'ensemble, c'est-à-dire إذا اختلفتم في طريق يجعلوا أعطيه 7 أذرع. Là, sur Haqq Shufa'a. Bon, pour résumer, on a les 4 principes clés, les 4 mécanismes clés, c'est-à-dire pousser le mal et apporter des intérêts, privilégier l'intérêt public sur l'intérêt privé en cas de conflit, commettre le moins des 2 dommages, et la mesure à l'ordre minimum de la voie publique, 7 coudées. Donc, commettre le moins des 2 dommages, la privilégier l'intérêt public, c'est-à-dire maslaha al-amma muqaddama ala maslaha al-khassa. Là, plus l'appel à l'arbitrage des coutumes, le droit coutumier, c'est-à-dire c'est un principe, surtout chez nous, chez le madhab maliki. Là, on est peut-être, Bassem Hakim parle de 100 mécanismes. Là, j'essaie de le résumer en 15 groupes de mécanismes, c'est-à-dire les premiers ahkam al-ibaha, c'est-à-dire la base de l'action à la liberté d'agir. La liberté est stimulée et jugée par les intentions de cette action. La liberté d'action est contrainte par la prévention des dommages à autrui. Puis après, on a ahkam al-darar, éviter de nuire à autrui et à soi-même. Après, peut-être accepter le concept d'interdépendance, respecter les droits de l'usage initial, respecter les propriétés d'autrui, bien sûr les droits de préemption, la largeur minimale de rue et le coutume. Là, le cadre légal, là, ça devient avec la pratique, le va-et-vient, la dynamique. J'ai résumé en 8 mécanismes, c'est-à-dire le vis-à-vis et l'intimité. Là, on est dans des mécanismes urbanistiques et architecturalement proprement dit, c'est-à-dire le servitude, ce qu'on appelle les agréments, c'est le la division qisma, l'héritage mawarid, la revivification et la prévention. Là, dans l'intimité, on a le principe de l'introversion, c'est-à-dire l'ensemble des villes islamiques sont introverties à l'échelle de l'habitat, du quartier, à l'échelle urbaine. Le passé comme mécanisme architectural d'introversion, Srifa dans l'entrée, là, c'est-à-dire la hiérarchie et la discrétion dans les accès au niveau d'habitation, l'intimité, c'est-à-dire interdire d'ouvrir une porte en face à l'autre, juste sous des conditions, se voyer au milieu et à gauche, lorsqu'on a un recul qui dépasse les 7 coudées, c'est-à-dire dans
les 5 ou les 3 mètres, ou dans les 10 ou 3 mètres, c'est-à-dire on n'est plus dans la ruelle aux Zohar, on est dans Sharia ou le Manhaj. Là, c'est un petit peu plus détaillé comment ouvrir, schéma sur la gauche. J'ai pris 3 exemples. Sur la Médina de Tlemcen, Ardaya, en dessous la Médina de Fès. Donc l'intimité, vis-à-vis de l'intimité, c'est-à-dire on parle de mesure d'ouverture, c'est-à-dire au niveau de façade. Autre mécanisme, les moucharabiyya comme en Égypte, ou les petites ouvertures ici à Asba. Toujours l'intimité, c'est-à-dire la mesure anthropomorphique comme mesure. Là, je reprends la coupe d'André Avero qui parle d'intimité. On n'a pas le droit de voir à travers la terrasse d'autrui. Alger, c'est une autre pratique, c'est-à-dire à travers la terrasse. C'est un espace qui est dédié aux femmes. Mohamed Rassim, les Mouftaïs avec ses nuits de Ramadan. Cette intimité s'applique même à l'espace sacré. C'est-à-dire, on a exemple le minaret, c'est l'ouvre sur des maisons, on l'interdit de surélever le minaret. Bon, les servitudes, j'ai pris un exemple de Ibn Rami qui était repris par Hakim sur la suppression du source de nuisance. Les agréments, là, des hypothèses à l'échelle urbaine de Hamouch, sur les agréments théotopates, comment les agréments peuvent changer, peuvent créer la dynamique à l'échelle micro, la PESMA et la structure urbaine par Akbar. Là, un exemple des hypothèses de PESMA à l'échelle micro lors de la fondation de l'urbanisation de Bagdad par Akbar. Bon, là, c'est des hypothèses sur PESMA au niveau de Tunis par Akbar, c'est-à-dire les 2 hypothèses à gauche et leur application. L'hypothèse de l'awérif, de l'héritage sur l'espace urbain, l'ihya, la préemption. Donc, un petit peu pour résumer, les étapes qu'on a citées, peut-être dégager ces pistes de réflexe. La jurisprudence pourra être sujet de discipline scientifique à part entière un jour. Existe-t-il d'autres sources bibliographiques de la jurisprudence qui n'ont pas encore été éditées? Comment la jurisprudence de l'urbanisme et ses mécanismes pourront servir le maintien et la réhabilitation de la ville islamique traditionnelle? Quel enseignement à en tirer pour l'aménagement de la ville d'aujourd'hui et de demain? Encore, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'idée islamique? Donc, sa réponse se tournait autour des mécanismes islamiques. J'ai aussi demandé comment il imagine la ville islamique. Vous voyez sur votre droite comment l'intelligence artificielle imagine la ville islamique traditionnelle. Puis après, comment il imagine la Casbah d'Alger, Tlemcen, la Médina de Tlemcen sur votre droite. Puis après, les villes au Maghreb, c'est-à-dire Ayaouan sur votre gauche, Tunis sur votre droite, et après les capitales des empires islamiques, Marrakech, Fès, Cordoue, Bagdad, Le Caire et Damas. Et j'aime bien clôturer par Jules Stéphane, il n'y a pas de dernier mot que l'inachevé. Merci. شكرا استاذ. Merci infiniment. Je vais essayer de faire un peu vite. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis revenu, donc chaque fois je fais un petit voyage chez les collègues de la santé. Donc je suis très heureux de participer à l'argent. Je dois préciser tout d'abord que nous ne sommes pas des architectes et nous n'avons pas, Madame Lina et nous n'avons pas enseigné dans un département d'architecture ici au CRAS, nous faisons des recherches. Et ce projet de recherche d'impact socio-économique était l'occasion pour nous de côtoyer ce champ de patrimoine architectural. Donc, notre présentation sera différente de celle de Mme Bouche et M. Tini. Peut-être que nous allons croiser quelques notions et quelques questions posées précédemment, mais sur un plan, je vais dire, concret, vraiment concret, parce que c'est une recherche artistique. Voilà le plan de ma présentation.
Donc, ceux qui sont affiliés de bibliothèque sont employés. Donc, le référence aux origines de ce projet de recherche sur le patrimoine architectural à Tsampé, les objectifs du projet, et puis j'enchaîne sur les quatre objectifs: la réhabilitation des maisons traditionnelles, le guide touristique, la formation professionnelle et l'étude monographique de type, je précise, de type ethnographique, non pas seulement créative. Alors, aux origines du projet, c'est la thèse de Madame Imen, qui est chef de projet, qui a travaillé pendant 5 ans à la wilaya de l'Ouest, à certains moments. Donc, 5 ans de travail, l'héritage culturel matériel et immatériel matériel. Donc, elle a côtoyé les gens du observatoire de Tchanona. Donc, elle a constaté la dégradation de ce patrimoine. La dégradation du patrimoine matériel, et puis aussi la perte du patrimoine immatériel, les comptes populaires. Donc chaque fois, Madame Imam, elle est décédée, tout fait. Donc toute une bibliothèque reste. Donc il y a une perte de ce patrimoine. Et puis, elle était membre dans plusieurs projets en fait de terrain dans la même région, dans les champs onomastiques, les comptes populaires et la migration interne, dans la région de sud-est algérien. Donc la même constatation, c'est la perte du patrimoine immatériel et la dégradation du patrimoine matériel. Donc il y a un membre du projet donc, du sud-est à sud-ouest, donc à Tsamouk, où il y a là-bas. C'est la même constatation, c'est la perte du patrimoine architectural, de l'absorbe sont dégradés et la perte, j'allais dire, accélérée du compte populaire et du patrimoine populaire en général. D'où l'idée de faire un projet. C'est une occasion qui, je l'annonce, des projets impact socio-économique. Elle m'a sollicité, elle a sollicité aussi votre collègue ici au CRAS, mais aussi des collègues à Adra, un collègue architecte, c'est Khalifi, et aussi notre équipe, malheureusement, que nous n'avons pas pu intégrer dans notre projet de recherche à cause du Covid. Donc, qui j'ai Covid de l'université d'Adra, donc tout est complètement. Alors, les objectifs de notre projet. Donc, vous parlez du livrable, qu'est-ce que vous présentez dans votre projet. Donc, on avait quatre objectifs. Le premier objectif, c'est réaliser un projet de réhabilitation d'une maison traditionnelle pour ça de temps. Donc, le projet, j'allais dire, en papier, c'est un livrable, c'est une maison restaurée. Une maison concrète. Et nous avons le projet de la transformer en un musée local avec l'aide des associations locales. Deuxième objectif, réaliser un projet de développement touristique local avec la conception d'un guide touristique. Donc, voici le guide qu'on a réalisé. Donc, pour faire voir aux collègues. Et puis, ouvrir une spécialité de réhabilitation des ressources au centre de formation professionnelle. C'est l'histoire du croissant et de la pêche. À peu près ça, c'est ça. Et le dernier point, c'est réaliser une étude monographique de type échographique sur la région de Saint-Boutange. Donc, je vais enchaîner objectif par objectif et voir quelles sont les contraintes qu'on a rencontrées sur le terrain, puisqu'on parle de réhabilitation, de restauration et tout. On va voir donc, le premier objectif, concernant la réhabilitation d'une maison. Une association appelée Hajwaï à Tsamouk nous a mis à notre disposition une maison pour la restaurer. Voici la première étape, c'est faire le diagnostic de l'état de cette maison. Oui, certainement, à l'intérieur de cette maison. Donc, vous voyez l'entrée de cette maison. Ici, vous voyez les deux images en bas, l'état de dégradation, le titre. Mais on voit l'état de dégradation. Par exemple, l'image qui est en bas à droite, c'est la dernière image, c'est en 2020. Elle n'était pas cette dégradation. Donc, avec la pluie et tout, donc on commençait. C'est la première étape. Pardon. Deuxième étape, réaliser un plan architectural de la maison. Comme je l'avais dit, nous ne sommes pas des architectes, mais apparemment, faire un plan architectural
pour une maison traditionnelle, faire le relevé du terrain, dessiner et tout, c'est plus difficile qu'imaginer un plan, j'allais dire, d'une maison moderne et tout. Apparemment, c'est très difficile. Bon, c'est le rez-de-chaussée. C'est la deuxième étape. Troisième étape, établir un devis pour la réhabilitation de la maison. Donc, établi par c'est le premier devis établi par l'architecte Khalif pour les matériaux. Pour les matériaux, elle était chiffrée, le devis, 54 millions. Et puis la main-d'œuvre, d'après nos opérateurs de terrain, pour deux professionnels, c'est 6 millions. Donc, à peu près 60 millions, 9 millions de dinars pour réhabiliter la maison. Chercher des professionnels de réhabilitation avec le concours de l'association Haj Ibrahim de Zamoutet, c'est notre partenaire socio-économique. Mais voilà, les professionnels de réhabilitation, nous allons les mettre à votre disposition, donc ce n'est pas un problème. Donc, et puis le dernier point, demande de financement pour le projet de réhabilitation. Nous sommes le 9 de la guerre, donc. Ok, je pense pas mal de demandes, il y a plusieurs demandes. L'argent paye le projet du et donc voilà, le pigeon est voilà, c'est le premier objectif, ça y est. Donc ce n'est pas une question d'argent. C'est pas question. C'est une question de volonté. Voilà, c'est ça à peu près le premier objectif. Nous n'avons pas. Le pigeon, ça y est, malheureusement. Le deuxième objectif. Voilà. Le deuxième objectif, c'est le guide touristique. Donc voilà le guide touristique. Au moins, on a quelque chose qu'on a pu réaliser. Donc le guide touristique, nous avons conçu un guide touristique bilingue. Donc bilingue où nous avons publié quelques exemplaires. Le comité national pour l'évaluation. Et donc chez l'année, voilà. Espérons après l'évaluation du comité national. Des projets peut-être qui soient voilà, parce que les projets d'impact générale de la recherche. et plusieurs propositions de publication, donc on attend le. S'il est disponible, on l'achète. Voilà. Non, on attend l'évaluation. Oui, oui, t'as projet. Il y a certaines précisions, normalement la valorisation des publications, même s'il s'agit des ouvrages, ça sera après. C'est quand ils vont évaluer. Mais ça, on ne le considère pas comme une publication. C'est qu'un ouvrage, c'est-à-dire comme un livrable. Un livrable du projet. Qui va la maison un livrable pour le. Donc c'est un guide bilingue, voilà le sommaire en français, parce que c'est bien. Donc on a répertorié des éléments iconographiques dans des rubriques, ça de la maison, les outils, avions, les chaussures, tissage, bijoux, plat, oasis, site, événements, histoire et portraits. Donc ça dépend de l'origine des photos et du contenu. C'est notre propre enquête de terrain. Aussi, il y a le concours des associations. Il y a aussi des gens qui nous ont aidés pour avoir ces cours. Il y a des choses dans ce guide touristique qui ne se trouvaient pas, donc même la perte du patrimoine matériel et immatériel. Il y a des choses qu'on a photographiées, j'allais dire, on les avait sauvées, quelque sorte par exemple, le khilkhal, les bijoux, qui est un khilkhal spécifique de Tamarnaï, les gens ont porté, enfin deux types de khilkhal, les bijoutiers ne le fabriquent plus. Donc la première échantillon, deux ou la troisième échantillon à Tamarnaï. Donc on a essayé de sauver quelques éléments de ce patrimoine
de la peine. Au moins, ici, on n'a pas de prison. Troisième objectif, voilà. Troisième objectif, c'est la formation professionnelle. Nous voulions ouvrir une spécialité dans les centres de formation professionnelle dans la réhabilitation de l'évaluation. La démarche qu'on a entreprise, nous avons visité la direction de formation à la wilaya d'Adrar. Selon le directeur de la formation de cette wilaya, il n'y a pas un obstacle juridique et organisationnel pour ouvrir une spécialisation de réhabilitation. Au contraire, cette spécialité figure dans la nouvelle nomenclature des spécialités de formation, la nouvelle nomenclature. Donc, il n'y a pas un problème juridique et organisation. Donc, on a aussi visité un centre de formation professionnelle à Finnoville. C'est à côté de Tsampré. Est-ce que c'est possible d'ouvrir cette spécialité? Il y a deux problèmes. On a dit soulever deux problèmes. On a dit parmi de la réhabilitation et de. Voilà. Le premier problème, le manque de monde de la part des jeunes. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. On n'ouvre pas, d'après le directeur on n'ouvre pas de spécialité qui n'est pas demandée et qui n'a pas de débouché sur le marché du travail. Pourquoi je fais une formation et puis je ne trouve pas de travail à la. Pourtant, il y a pas mal de choses à réhabiliter. Mais les gens ne demandent pas cette réhabilitation. Il y a des possibilités. Voilà. Le deuxième problème, le manque de formateurs spécialisés dans la réhabilitation. Il n'y a pas d'enseignants, de la façon de formation. Alors, on a pris l'initiative pour réhabiliter sur place. Dans la recherche action, la recherche à impact, on essaie de travailler sur place. Donc, on a proposé deux solutions. Pour le manque de la demande de la part des jeunes, nous avons repris contact avec des associations locales et qui étaient prêtes à participer au projet en travaillant auprès des jeunes, voilà, des jeunes pour la formation professionnelle. Et puis, on a le manque de formateurs spécialisés, de enseignants qui sont centre de formation à Finnois. Donc, nous avions visité le centre algérien du patrimoine culturel pratique en terre, Capter, qui se trouve à Timimou. Timimou, c'est le nord, au nord de la province de Timimou. Bon, ça, sur place, je suis à droite, mais pour voir les enseignants, c'est bien la possibilité. Pour voir s'il y a une possibilité de partenariat avec la direction de formation professionnelle. Malheureusement, selon la directrice du Capter, le centre lui-même a un manque de spécialistes. Précisément, il y a un problème de départ de ces spécialistes du centre après une période de travail. Question sociale. Quand j'ai une stabilité, une chose de logement, donc j'ai des un peu. Voilà. Voilà. Donc, et ceux qui sont restés ont une surcharge de travail laissée par les parts. Donc, quelle est la volonté? Sur le plan juridique organisationnel, il y a la nomenclature, il y a les spécialités. Les jeunes, les associations pour la formation, qui jettent les enseignants, plus d'enseignants. Et le deuxième, ça y est, il y a à peu près plus de. Ça y est, deuxième. Mais quand même, nous avons proposé 3 propositions. Nous avons avancé 3 propositions pour la formation dans la réhabilitation du patrimoine architecture. La première proposition, c'est de voir à côté de l'université, des départements d'architecture, pour former des architectes ou spécialistes en réhabilitation des maisons traditionnelles. C'est la première proposition que j'ai mise à faire. C'est bien un département. Un département d'architecture, le seul département de créer. Donc peut-être Bachar, je pense que Bachar Adrar, Bachar et c'est pas la bon. C'est une première proposition d'un département d'architecture. Deuxième proposition, établir un partenariat avec l'OPVA, l'Office de préservation du patrimoine, de l'ADR pour ouvrir sa spécialité de réhabilitation, puisqu'ils travaillent sur la réhabilitation. Peut-être un partenariat qui est fructueux pour la région, la région sud et sud-ouest.
Troisième proposition, opter pour la certification des compétences locales en réhabilitation des maisons traditionnelles, et ce par les centres de formation professionnelle. Quelle est la certification de formation? Les postulants, nous disons un examen et certifier de compétences. Il y a d'autres spécialités de l'option à la procédure. Et donc, il y a des professionnels de réhabilitation sur place, à Saint-Tropez, mais non pas de diplôme. Donc, peut-être une certification, le centre, voilà, à la pratique, mais à des diplômes, mais des examens et certifier la pratique dans des centres avec un diplôme légal. Donc, voici les trois propositions qu'on a proposées pour la formation. Donc, pour le quatrième objectif, je pense qu'on cherche à donner le temps. Donc, je laisse la parole.